Alors bonjour à tous. Donc nous allons pour cette séquence vous présenter une enquête que nous avons réalisée auprès d'éleveurs sur la perception, leur connaissance en matière de bien-être animal, les pratiques qu'ils ont mises en œuvre et les objectifs qu'ils avaient derrière. Donc je disais sur leurs pratiques mises en œuvre et les objectifs qu'ils avaient sur la mise en œuvre de ces pratiques. Et ensuite, en élément... Pas sous-sol. Exactement. Il est en diaporama. Ouais. Et la dernière partie sur des éléments de prospective, les freins et les possibles améliorations ou accompagnements possibles des éleveurs qu'ils attendent. Cette présentation va être faite à deux voix avec Adélaïde Levavasseur et moi-même, qui sommes toutes les deux de la Chambre d'agriculture de Normandie. Donc désolée, je ne sais pas pourquoi il avance tout seul. Donc comment nous avons procédé, c'est qu'on a réalisé... Ouais, ça sera mieux. Pardon. Parce que là, ça va. Vous m'entendez ou pas? Oui? Ok. Donc on a diffusé l'enquête qui était sur un Google Form. On l'a diffusée via différents réseaux sociaux, emailing, etc., via les conseillers auprès des éleveurs et éleveuses. On a eu au total 99 répondants et répondantes, donc qui provenaient des 6 différentes régions impliquées dans le projet Bicose. Comme vous le voyez, la moitié des réponses venaient de Bretagne, donc qui est très active dans la question, et un quart des réponses venaient de PACA, et voilà, les autres se distribuaient un peu dans les 3 autres régions. En Île-de-France, on a eu très peu de retours. On avait donc à peu près 50-50% d'hommes-femmes. Il y avait un couple, je crois, qui répondait ensemble. Et on voit qu'on a des répondants de toutes les tranches d'âge qui sont en activité agricole, donc entre les 30 et les 60 ans. On avait principalement une bonne partie des répondants étaient en bovin lait et bovin viande. Et ensuite, on avait entre 10 et 20 répondants dans les filières porcins, ovins, caprins et avicoles. Donc, ce qui nous a permis aussi de questionner, d'avoir quelques questions spécifiques par filière, comme vous le verrez ensuite. Alors, on avait différentes étapes dans notre questionnaire. Si vous voulez, il y avait des rubriques. On essayait tout d'abord de comprendre quelles étaient leurs perceptions du concept de bien-être animal et de leur relation à l'animal. On parlait un petit peu dans l'introduction. Puis on les interrogeait directement pour évaluer un peu leur connaissance théorique du concept de bien-être animal, des 5 libertés, etc. Voir s'ils en connaissaient les définitions, plus vraiment d'un point de vue théorique. Ensuite, sur le côté pratique, on essayait de comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur exploitation au quotidien pour améliorer d'après eux le bien-être animal. Donc, c'est-à-dire qu'on leur demandait quelles pratiques ils mettaient en place que eux pensaient être bénéfiques au bien-être. Et là, on les a questionnés vraiment par filière. On essayait de distinguer des tendances de pratiques par type de filière. On les questionnait également sur leurs objectifs derrière ces pratiques, comme vous le verrez. Ensuite, on a essayé de comprendre quels pouvaient être les freins à l'adoption de nouvelles pratiques ou solutions en faveur du bien-être animal, pour enfin terminer sur des possibilités d'accompagnement ou des leviers d'amélioration qui leur paraîtraient bénéfiques et utiles pour eux les aider dans leur quotidien à améliorer le bien-être de leurs animaux. Alors, sur la première partie du questionnaire, perception du bien-être animal par rapport aux attentes sociétales et aux besoins, enfin, au niveau d'information des consommateurs. Donc là, dans cette rubrique, nous y avions posé 2 questions. La première était de savoir, selon les éleveurs, comment ils considéraient cette attente sociétale autour du bien-être animal. Était-ce une contrainte, une opportunité ou bien les deux, voire autre? Alors dans nos questionnaires, un petit peu de méthodologie, effectivement, on proposait des réponses et on avait toujours une rubrique autre pour laisser libre cours à d'autres réponses. Et là, ce que l'on voit sur notre échantillon, c'est que, c'est que 45% des répondants estiment que c'est à la fois une contrainte et une opportunité.
Après, il y a des réponses un petit peu plus tranchées, et sur les réponses plus tranchées, effectivement, 27% d'entre eux quand même considèrent que c'est une opportunité, cette attente sociétale, contre 17% qui la jugent plutôt comme une contrainte. Et quand on regarde les réponses des rubriques autres, là aussi on a des options tranchées, une évidence, une normalité, une nécessité versus une idéologie ou des exigences déplacées. Sur l'autre partie de questions, c'était là aussi, selon les éleveurs, comment ils considèrent le niveau d'information des consommateurs. Est-ce qu'ils sont bien informés, peu informés, pas assez, très bien informés? Et là, effectivement, la réponse est assez claire. Quand on regarde à la fois les non-informés et les peu informés, à 87%, les éleveurs jugent qu'effectivement les consommateurs méconnaissent, ne sont pas informés sur le bien-être animal. Ce qui, effectivement, on le verra par la suite, nous laisse un champ des possibles par rapport à cet accompagnement et cette information auprès du grand public. Sur la partie importance de la relation homme-animal, là encore, deux autres questions. La première, c'était d'essayer de caractériser la relation homme-animal, éleveur-animal, et d'avoir la perception des éleveurs. Et là, ce qu'il ressort, c'est qu'effectivement, sur notre échantillon, 70% jugent cette relation comme plutôt agréable, gratifiante, source de plaisir et d'attachement. Et vous voyez que seuls 2% jugent cette relation distante, sans être désagréable, et passent pas beaucoup de temps avec leurs animaux, ce qui est effectivement très très peu commun. Globalement, les animaux et les hommes ne font qu'un, on le voit, et ça se traduit dans les réponses. Et vous voyez sur les réponses autres, là aussi, certains éleveurs jugent même les animaux comme leurs collègues de boulot, avec des interactions fortes, quand d'autres jugent cette relation essentiellement économique. Sur une question sur comment considérer, alors toujours un point de vue d'éleveur, comment considérez-vous une bonne relation avec vos animaux, qu'une bonne relation avec les animaux est importante pour le bien-être des animaux, le bien-être des éleveurs, la santé économique de l'entreprise ou pour des raisons philosophiques. Et là, on voit qu'en fait, les réponses, et de manière égale, c'est à la fois pour le bien-être des animaux et pour le bien-être éleveur. Voilà, c'est rassurant par rapport à ce que l'on vient de dire au départ. Sur la deuxième partie, qui était la partie connaissance théorique du bien-être animal, malheureusement, la compte tenu du temps imparti de la présentation, on ne va pas pouvoir entrer dans le détail des questions. Simplement, on voulait vous présenter les principales conclusions pour que ça alimente notre réflexion sur l'ensemble de la journée. Donc les éleveurs, ce qu'on a vu, c'est que les éleveurs reconnaissent qu'il est évident que les animaux sont des êtres doués de sensibilité et qu'ils ont un équilibre psychologique qui est à respecter, et c'est essentiel. 2 éleveurs sur 3 connaissent la définition de la bientraitance, mais souvent certains la confondent la définition de la bientraitance avec celle du bien-être animal. Un éleveur sur 4 seulement dit connaître le concept des 5 libertés. Cependant, ils arrivent très facilement à citer tout ce qu'on a vu là dans les 5 libertés. Simplement, ils méconnaissent le concept, mais ils savent très bien ce que ça veut dire, en réalité et au quotidien dans leurs élevages. Et de la même façon, le concept du One Welfare, même s'il n'est pas forcément connu ni même cité, ils savent très bien aussi concrètement ce que ça veut dire. Et certains nous disent même, si les animaux vont bien, l'éleveur va bien, c'est un tout, et les performances suivent en fonction de ces facteurs. De la même manière, sur les pratiques, on a énormément de réponses par type de filière. On a essayé de rassembler un peu et de voir ce qui se dégageait comme grande tendance. Donc on voit qu'il y a beaucoup de pratiques que sélectionnaient les éleveurs qui visent alors soit à enrichir le milieu pour leur permettre l'expression d'un comportement propre à l'espèce, donc ça va être tout ce qui va être élément d'enrichissement... Pardon. Là c'est... Ça va là ? Ouais. Ok. Éléments d'enrichissement pour le divertissement, de jeu. Toujours pas ? C'était mieux ? Pardon. Merci pour la précision. C'est pas faute d'en avoir. On en a trop là, on sait plus. Exactement. Ensuite, il y avait tout ce qui pouvait être l'amélioration du confort, de l'amélioration de l'aménagement des bâtiments. Donc là, c'était plutôt, par exemple, l'accès à une aire extérieure, des agrandissements, tout ce qui était aménagement de la lumière, température, la litière aussi, le confort du sol. On avait également des tentatives comme la mise en place d'une infirmerie, un porcin, ou d'une maternité liberté.
la mise en place de parcours de pastoralisme avec, principalement, je pense que c'était un ovin caprin, l'augmentation de la surface par animal, l'arrêt de l'utilisation de cages en avicole. Voilà. Ensuite, on avait des pratiques qui tentaient d'être moins douloureuses pour les pratiques qui sont assez connues comme être douloureuses. Donc soit il y avait un abandon, soit une limitation, soit l'utilisation par exemple d'analgésiques ou d'autres techniques qui sont vues comme moins douloureuses. Oui, encore, désolée pour la répétition, pour l'animal. Donc par exemple, voilà, l'arrêt de l'épointage, de l'équeutage, l'utilisation d'un aiguillon. Il y avait également l'utilisation de médecines alternatives qui pouvaient être tentées comme un autre type de soin. Ensuite, l'autre grande catégorie, c'était tout ce qui pouvait être gestion du troupeau. Il y avait énormément de choses sur la relation mère-jeune, donc principalement les veaux. En bovin, il y avait beaucoup de réponses sur ces questions. Donc il y avait la maternité aussi en porcin dont on aurait pu parler ici. L'utilisation de vaches nourrices, le fait de conserver plus longtemps la mère et les veaux ensemble, ou de rassembler les veaux dans des espaces communs. Également, il y avait le fait de tenter de passer plus de temps et d'avoir plus d'interactions physiques, de caresses, etc., entre l'éleveur et l'animal, qui est estimé comme une pratique en faveur du bien-être. On leur demandait aussi pourquoi mettiez-vous en application ces solutions. Et on voit qu'il y avait des tendances quand même qui se dégageaient par filière. Bon, un petit rappel, point de vigilance, on a par exemple en volaille que 13 réponses. Donc c'est pas extrêmement significatif. Ça nous permet, nous, de voir dans notre échantillon ce que nos éleveurs et éleveuses ont répondu. Mais bien sûr, on ne peut pas étendre à tous les éleveurs de France. Mais en gros, on voyait que le bien-être animal était un critère important pour toutes les filières, mais un peu moins en ovin caprin dans le nombre de réponses qu'on a eues. Mais c'est quand même l'une des priorités. Le fait d'améliorer la qualité des interactions entre l'animal et l'éleveur était important pour toutes les filières, un peu moins en volaille, et on se dit que peut-être parce qu'il y a moins d'interactions, typiquement en volaille. Sinon, l'amélioration de la productivité, donc on le voyait dans les réponses précédentes et dans l'introduction, c'est aussi quelque chose qui va de soi pour nos éleveurs, que ça va améliorer également la santé économique de leur exploitation, de mettre en place ces pratiques. Ça peut être bénéfique au bien-être animal, au bien-être de l'éleveur et également de l'exploitation. D'ailleurs, le fait de faciliter leur travail au quotidien est également un des objectifs, surtout en bovin et en ovin caprin. Donc ça va vraiment avec le souci qu'on a de l'amélioration des conditions de travail pour les éleveurs, dont on parlait également au début de cette présentation. Petite précision également sur cette question, les éleveurs répondaient pas seulement à une des propositions, ils pouvaient répondre à toutes s'ils voulaient, donc c'est plutôt des nombres de réponses que des pourcentages d'éleveurs. Alors, sur la partie identification des freins, et ça va rejoindre peut-être quelques questions auxquelles vous avez répondu, mais de votre point de vue, les principaux freins qui empêchent l'adoption de certaines pratiques ou d'outils d'amélioration du bien-être animal. Donc, en fait, dans le questionnaire, nous leur avons proposé des items et de classer ces items par ordre de facteurs très limitants. C'est ce qui est en bleu foncé sur nos barres, et ça va du bleu foncé quand c'est très limitant à bleu clair quand effectivement c'est un critère pas déterminant. Et ce que on peut voir, c'est à peu près 4 catégories. Une première catégorie qu'on pourrait dire qui tourne autour de l'économique, et ça rejoint la question de tout à l'heure, avec comme étant des freins vraiment très limitants le coût élevé d'une pratique, le manque de débouchés, les problèmes d'adaptation des bâtiments, le manque d'infrastructures correspondantes, abattoirs, transports, et le manque de subventions. Donc voilà, là c'est une première catégorie de freins autour de l'économique de l'exploitation. Donc pour une grosse majorité, à plus de 50%, c'est jugé comme très limitant. Un autre frein important, c'est le temps. Une pratique qui est gourmande en temps, effectivement, c'est jugé comme aussi limitant. Alors, dans une moindre proportion que les autres freins que j'ai cités précédemment, mais quand même, c'est quelque chose qui est important. Sur la partie, alors deux autres freins qui sont encore un petit peu moindres dans leur importance, c'est le manque d'informations sur les pratiques, l'information technique, et le manque d'accompagnement technique. Effectivement, même si pour certains, 10%, c'est quand même très limitant, ça l'est quand même moins. Ils peuvent mettre en place des pratiques, même si effectivement, ils n'ont pas forcément l'accompagnement technique qui va avec.
Et puis la dernière catégorie, c'est effectivement une pratique qui a très peu d'impact sur la productivité des animaux. Et là, alors certes, hein, pour certains, là, 5% d'entre eux, hein, c'est très limitant, mais pour une grosse majorité, c'est pas ça qui va faire en sorte qu'ils vont pas mettre en place une pratique. C'est pas parce qu'elle améliore pas la productivité de leurs animaux qu'ils ne vont pas forcément la mettre en œuvre. Donc, à la lumière de toutes ces autres rubriques, on a pu comprendre et demander quels pouvaient être les leviers d'amélioration pour répondre aux différents enjeux soulevés précédemment, notamment les freins à l'amélioration du bien-être animal. Donc, on leur a demandé quelles mesures, quelles initiatives pourraient vous aider à mettre en place davantage de solutions. On a rassemblé ensuite les réponses par grandes catégories. Les réponses étaient plus détaillées que ça. Et donc, en gros, ce qui revient en premier, c'est le besoin de communication, d'échange et d'information. Alors, il y a deux choses. Il y a l'accès des éleveurs à de l'information, à des pratiques, à des guides un peu de ce qui pourrait se faire, à de ce qui se fait ailleurs. On le verra après, c'est important aussi. Mais au vu d'une autre de nos questions dont vous a parlé, le fait que le grand public n'était pas ou peu informé sur les questions de bien-être animal et les enjeux de l'élevage, on peut, nos réponses étaient détaillées comme ça aussi, mais il y a aussi le besoin d'informer le grand public sur ce qu'est l'élevage et sur ce qu'est le bien-être animal. D'ailleurs, donc ça je l'ai précisé quand même, l'option la plus sélectionnée dans toutes nos réponses, c'était le besoin d'une meilleure reconnaissance du statut de l'élevage et de l'éleveur par la société. Donc je pense que c'est quand même une information cruciale de notre enquête, ce besoin que ressentaient nos éleveurs à questionner sur cette reconnaissance-là. Plus que même l'information sur des pratiques qu'ils connaissent déjà parfois pas mal. Ensuite, c'était donc, comme le disait Catherine, tout ce qui était l'accès à des marchés rentables, donc d'une valorisation économique pour compenser les coûts supplémentaires potentiels de ces pratiques, ou en temps également, de travail. Et donc, c'était avoir des infrastructures, des débouchés, etc., qui les valorisent. Enfin, c'était le besoin en formation, en accompagnement technique, qui n'était pas dominant chez tout le monde, mais qui pouvait, pour certains, sembler les concerner, en tout cas. Ensuite, on leur demandait, et c'est notre dernière rubrique là, quels pouvaient être spécifiquement les accompagnements possibles. Donc là, en pensant, nous, en tout cas tous les instituts et structures accompagnatrices, qu'est-ce qu'elles pourraient faire de plus. Et là, c'était assez intéressant de voir qu'en fait, quand on leur proposait 3 réponses, donc soit un accompagnement personnalisé par des conseillers, soit des formations théoriques et pratiques, soit des mises en réseau d'éleveurs, il y avait quand même 30% pour le coup des répondants qui n'étaient pas intéressés du tout par ces propositions, qui éventuellement suggéraient d'autres, mais en tout cas, celle-là, ça ne correspondait pas. Seulement 14% des réponses concernaient l'accompagnement par des conseillers, donc c'est une demande qui reste un peu d'actualité, mais qui n'est pas dominante chez nos éleveurs pour améliorer le bien-être des animaux chez eux. Par contre, des formations théoriques et pratiques semblent toujours les intéresser. Et enfin, la mise en réseau d'éleveurs, donc pour des échanges de pratiques, d'outils, de matériel, pour de l'accompagnement, du soutien mutuel. Ça, c'est quand même important dans 30% de nos réponses, ça ressortait. On avait quelques suggestions d'éleveurs, par exemple la mise en place de supports pédagogiques qui soient accessibles en ligne, la mise en place d'une newsletter numérique régulière avec de bonnes pratiques, des conseils, etc. Des informations qui soient claires et théoriques, donc ça revient un peu avec notre conclusion qu'en fait ils ne connaissent pas le concept mais ils connaissent très bien à quoi ça correspond dans la réalité. Peut-être qu'il y aurait quelque chose à travailler sur ça. Des financements. Et voilà, bon, là on avait un petit commentaire qui disait qu'il voudrait des formations en éthologie, mais pas par des techniciens, ni par des vétérinaires. Voilà. Donc voilà pour cette présentation, certes rapide. Nous vous remercions pour votre attention.